Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec ma collègue Florence Lamoureux. Bonjour Florence. Allô Alexandre. Je débute avec un gros dossier de nos collègues du Journal de Montréal ce matin, fait nos collègues du bureau d'enquête, Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet. C'est un dossier qui va faire réagir et assurément parler aujourd'hui. Roulement de tambour. C'est encore l'Office de consultation publique de Montréal, qui est aussi appelé l'OCPM, qui se retrouve dans l'actualité, qui trouve le moyen de faire parler d'eux plusieurs mois après le scandale. Après plusieurs mois de démarches, le service du greffe de la Ville de Montréal a finalement remis aux journalistes les documents non caviardés que l'OCPM avait transmis, en partie noircis à l'automne dernier. Et les journalistes ont obtenu de nouvelles factures qui ont aussi été consultées par la vérificatrice générale de Montréal afin de rédiger son rapport qui est sorti dans les dernières semaines sur la gestion de l'organisme qui a été en fait déposé la semaine dernière. Puis, la vérificatrice générale avait blâmé l'OCPM, mais on n'avait toujours pas de nouvelles sur les fameux documents noircis. Le bureau d'enquête ne pensait pas nécessairement à avoir de nouvelles de ça. Et là, ils les ont reçus. Et roulement de tambour encore une fois, Alexandre. Ben, l'OCPM a menti. Ah ben, attends un peu. Les dirigeants de l'OCPM ont menti? Oui, là, ça va. Mais non, ces gens-là sont irréprochables, Florence. Ces gens-là, je rappelle, Madame Olivier poursuit nos collègues du Journal de Montréal pour 1,7 million en disant que c'est de la médisance, puis ils ont dit des faussetés sur elle. Je veux dire, Mme Olivier peut pas mentir. Elle doit avoir des bonnes raisons de poursuivre. Je peux pas croire, Florence. Et là, leur mensonge, écoute, Alexandre, ça se déploie en plusieurs volets. Premièrement, au niveau de l'alcool, parce que dans plusieurs entrevues, dont avec le bureau d'enquête, mais plusieurs médias, quand le scandale de l'OCPM a éclaté à l'automne dernier, on répétait beaucoup qu'il n'y avait pas d'alcool consommé lors des réunions de travail. Certes, il y avait des gros montants qu'on pouvait voir sur les factures, mais on caviardait souvent en mentionnant que c'était des cafés, mais on essayait, on disait pas que c'était de l'alcool. Mais là, oups, les factures non caviardées démontrent qu'il y a eu des réunions avec alcool. Puis, je vais vous donner, là, il y a beaucoup d'exemples relatés, mais un exemple donné par le bureau d'enquête, le but d'un repas d'Isabelle Beaulieu, qui est l'ex-présidente de l'OCPM, elle a mentionné sur la facture que c'était un repas de brainstorm, selon ce qui est écrit à la main sur la facture, dont le total est de 162 $. Mais en tout, on se rend compte que 4 verres de gin à 9 $ ont été consommés pendant ce fameux dîner brainstorm. Et ça avait été caviardé à l'automne dernier dans ce qu'on avait présenté au bureau d'enquête. Donc, écoute, Alexandre, ça va continuer de faire jaser cette histoire-là. On dirait que dans les derniers mois, à chaque fois que l'OCPM essaie de se faire oublier, ça revient. Il essaie pas fort. Moi, te le dire tout de suite, là, Florence, il essaie pas fort de se faire fort, oublier. Toi? Non, mais il essaie pas fort dans le sens où ils font... Tout ce qu'ils font, c'est se tirer d'un pied. Parce que si, à la seconde où le Journal de Montréal, nos collègues du bureau d'enquête, les pinces, là, ils te pognent la main dans le sac, là, la main dans la boîte à biscuits. Ils disent, regardez, là, vous avez fait des dépenses de fou dans des restaurants pendant des années, vous êtes gâtés. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? S'il avait répondu, hey, écoute, c'était quelque chose qui était dans l'ordre d'idée de la compagnie, dans l'entreprise. Effectivement, on est ultra de repentant, désolé, on n'aurait pas dû facturer tout ça. C'était comme la culture, puis on s'est laissé emporter. Mais c'est pas ça qu'ils disent. À chaque fois, ils défendent bec et ongle chacune de leurs dépenses. C'est comme, c'était nécessaire de faire toutes ces rencontres au restaurant pour embaucher une personne. Non, il y a personne qui va y croire à ces niaiseries-là que vous nous sortez. Après ça, il n'y a jamais eu d'alcool. C'est ça, mais parce qu'on va les avoir, les factures, maintenant. On va lire qu'il y a de l'alcool dessus. Ce matin, il n'y aurait pas de nouvelles s'il avait été honnête dès le début. Même en se faisant coincer. Tu as raison, c'est un très bon point parce qu'au début, on a l'impression en lisant le dossier ce matin que leur première stratégie a été de dire on va nous reprocher qu'on a pris de l'alcool, mais ce que le bureau d'enquête, puis je pense que les contribuables reprochent, c'est le prix de la facture en général. Là, c'est encore pire, justement, comme tu le dis, parce qu'on a essayé de cacher qu'on prenait de l'alcool. Mais ce qui a été relaté, c'est le prix phénoménal des repas au restaurant qu'on a pris à de nombreuses reprises. Là, c'est surtout ça, tu sais. S'il y a un repas, une fois, avec un grand client, quelqu'un qui vient de l'international, que vous essayez d'impressionner ou avec lequel vous avez une rencontre productive, que vous en facturez un souper, c'est correct. 2, à la limite, d'accord. Mais quand tu vois là, Mme Beaulieu qui va prendre des dîners
avec le secrétaire général Ouais. Guy Grenier. Puis au moment où C'est il n'est qu'on- pas encore secrétaire C'est quoi général... le nombre, Alexandre, de Attends, repas? je vais les retrouver. C'est Là, mais là, 80 repas en 18 mois. pour Madame Beaulieu. 80 repas en 18 mois, puis elle a dit, là, c'est des réunions de travail, c'est bien important. 27 des 80 repas, tête à tête avec Guy Grenier. Hey, vous êtes des collègues. Un bout, ils ne l'étaient pas encore, puis ils sont devenus après. Hey, vous êtes des collègues. Florence, si toi et moi, on a à faire une tempête d'idées, un brainstorm avant une émission ou après une émission. Tu sais qu'on peut se manger 2 toasts de beurre au beurre de pinot à côté de la Ou on peut cafetière. payer nous-mêmes aussi notre repas. Ouais, c'est ça qu'on va faire. T'sais, on va pas aller manger quelque part. Là, je comprends qu'on commence excessivement tôt à l'heure où nous enregistrons cette émission, mais on va pas faire ça parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, je veux dire, on le facturait même pas à notre compagnie d'une entreprise privée. Après ça, les entreprises privées font ce qu'elles veulent. Là, il y a plein de gens que je vois sur les réseaux sociaux qui disent « Ben là, lâchez-les. Hein, moi je suis dans mon entreprise aussi, on se facture des repas. » Vous êtes dans une entreprise privée. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. C'est pas nous autres qui payent. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Dépensez C'est 1 important million de au resto. rappeler ça, que c'est l'argent des contribuables, cet organisme-là. C'est l'argent des contribuables. Puis là, on pousse là, jusqu'à l'extrême là, de l'ironie avec M. Doré, qui s'en va, le Luc Doré. Lui, là, se rend, c'est l'ex-secrétaire général. Il arrête pas d'aller au restaurant tout seul. Tout seul. C'est ça, les factures. Mais quand est-ce que c'est ça? Tu rends service à ta compagnie en étant tout seul au resto. Maintenant, il dit que c'est pour écrire une lettre pour demander plus d'argent des contribuables à la Ville de Montréal. C'est hallucinant. C'est complètement indécent. Puis là, il se paye un petit souper, il paye une bouteille de vin parce qu'il a besoin d'écrire une lettre. Hey, moi, quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, un texte ou même un travail que je faisais à l'école dans le temps, j'allais-tu au restaurant le faire? Ben non, tu fais ça chez vous. Tu t'assois devant ton ordi. Hey, commande-toi du Uber Eats, facture-là, rendu là. Hein? Commande-toi un petit pas de taille puis mange ça en faisant ton truc, ça va coûter 20$. Non, monsieur a besoin de la bouteille de vin, besoin d'aller au restaurant, on va facturer tout ça. C'est tellement indécent. Puis plus ça avance, plus c'est indécent. Parce que là, c'est pas juste aux employés, il y a aussi à la femme de Guy Grenier qui a pu profiter des avantages de la carte de crédit de l'OCPM. Encore une fois, ça, c'est-tu nouveau? Pas vraiment. Mais est-ce que Guy Grenier a assuré 2 fois différentes qu'il n'avait jamais facturé quoi que ce soit de sa femme pendant qu'il était en voyage? Oui. Encore une fois, s'il avait pas menti, on n'en parlerait pas ce matin. Puis après ça, c'est les méchants médias qui viennent salir les réputations, puis Mme Olivier colle des poursuites gigantesques sur le dos des médias à cause qu'on dit la vérité. C'est obscène, c'est dégueulasse, ayez honte. Puis l'OCPM, pour vrai, les anciens dirigeants, je m'adresse à vous autres, là. Vous avez menti, vous avez voulu faire vos fins finaux, vous allez tout ce que vous avez fait va finir par sortir. C'est pas de l'acharnement, c'est juste de la vérité qui sort en ce moment. C'est gênant. Puis j'espère que vous en avez profité de vos repas, de vos bouteilles de vin, de vos verres de gin. Est-ce que ça valait la peine? Je suis plus sûr. Tout savoir en 24 minutes. C'est pas une surprise. Le nombre de ménages qui demandent de l'aide à l'Office municipal d'habitation de Montréal a doublé cette année, donc en 2024, comparativement à l'an dernier, à quelques jours de la date du 1er juillet, date où plusieurs ménages vont déménager. Ce sont 772 personnes qui ont contacté le service 311 d'aide pour essayer d'avoir des services, aider à se réorienter avec les logements. C'est 53 familles à Montréal cette année, 53% pardon, des personnes vivant seules qui ont demandé cette aide-là. Il y a 24% qui sont des familles monoparentales et 15% qui sont des familles sans enfants. Donc, on voit le portrait est vraiment assez différent. Il y a autant des personnes seules que des familles, mais c'est vraiment le 53% des personnes qui vivent seules qui prédominent cette année. Puis, parmi ces personnes-là qui cherchent en ce moment désespérément un logement, on retrouve de plus en plus de personnes âgées. Pourquoi? Ben, il y a de plus en plus d'aînés qui se retrouvent dans une situation précaire, Alexandre, parce qu'ils se sont fait augmenter leur loyer. Ils sont incapables de payer. Puis aussi, il y a plusieurs aînés qui ont témoigné là, dans plusieurs médias dans les derniers jours disant « Il y a mon loyer qui a augmenté, je peux rien y faire, mais il y a aussi les paiements d'épicerie. Puis moi, l'argent que je m'étais mis de côté ou que j'essaie de me mettre de côté, ben, ça monte tellement vite, c'est tellement pas les montants que j'avais prévus au moment où j'ai pris ma retraite qu'en ce moment, je suis face à complètement une situation où je sens que j'ai pas de pouvoir. Ouais. Puis, là, en ce moment, les 762 ménages dont je vous parle, c'est seulement à Montréal, mais
à la grandeur du Québec, selon les dernières statistiques, c'est 1300 ménages, familles, personnes vivant seules qui sont encore à la recherche d'un logement. Donc, ce qui va arriver dans les prochains jours, durant la longue fin de semaine, à l'aube du 1er juillet, c'est pas beau. Puis je me pose la question, est-ce qu'on va réussir à aider tout le monde cette année? Ah, la réponse simple, c'est non, Florence. On réussit pas chaque année à aider tout le monde, puis on réussira pas plus cette année. Fait des semaines que tous les organismes là, possibles et impossibles en habitation tirent la sonnette d'alarme. Ça va être le bordel à l'approche du 1er juillet. On n'est pas encore rendu au 1er juillet. C'est le bordel. Les gens cherchent. Le fait qu'il y ait une proportion, puis tout ce que tu dis, ça tombe sous le sens. Hein. Ça tombe sous le sens. Personne âgée, tu prends ta retraite il y a 10-15 ans, tu pensais jamais que l'inflation allait exploser comme ça. Tu pensais jamais que les loyers allaient exploser comme ça. Tu pensais sûrement pas de faire rénovicter, par exemple, quelque chose qui arrive souvent. Les personnes âgées qui sont dans leur logement depuis 10-15 ans, les propriétaires, tout ce qu'ils veulent, c'est les sacrer dehors, rénover, puis embarquer du nouveau monde à un loyer qui est des fois quelque chose comme 900$ de plus que ce que c'était depuis au-dessus d'une décennie. Hein, des loyers qui changent ou qui sont augmentés à peine là, du quelques pourcentages chaque année, ça n'atteint jamais les nouveaux logements qui, désormais, là, s'ouvrent sur le marché. Ça, puis le 50 quelques % de gens qui sont seuls là-dedans, ça, c'est zéro étonnant. Qui, en ce moment, qui a les moyens de vivre seul dans un appartement à Montréal? Je veux dire, un studio, c'est rendu 1200, 1300 $. Un studio, t'es tout seul. Puis là, peut-être que tu te dis, j'ai plus de besoins, j'ai des choses chez moi, j'ai besoin d'espace de rangement, puis tu veux un appartement à 3,5, mais c'est encore plus cher. Tu montes dans le 1400$, t'es tout seul. C'est de l'argent à dépenser dans une année. Ça, c'est juste le loyer. Est-ce qu'il est meublé? L'épicerie? L'hydro? Est-ce que ça, c'est inclus? Non, c'est pas inclus. Le Wi-Fi? T'sais, ces gens-là veulent avoir le câble, peu importe. C'est beaucoup de montants qui s'ajoutent. Puis comme tu dis, les montants de 1300, 1400, c'est souvent juste avoir un toit. Là. Non, c'est ça. C'est une situation qu'on voyait venir. On la voit encore venir. Le 1er juillet s'en vient. On n'a pas de vraie solution. Il n'y a pas personne qui peut dire « OK, on va arrêter l'inflation. Là, c'est assez, fini. On enlève ça. » Il n'y a personne qui peut faire ça. Les loyers vont pas descendre miraculeusement. On risque de voir pas mal de monde se retrouver dans la rue. Puis sur les 10 000 itinérants en ce moment au Québec, parce que ça aussi, on en a abondamment parlé du nombre grandissant de gens vivant dans la rue, 5 000 des 10 000 itinérants qui vivent à Montréal en ce moment, la cause principale, c'est la perte d'un logement. Ça, c'est assez incroyable. Ça arrive dans quelques jours, le 1er juillet. On ne semble pas avoir de solution. Plein de gens vont probablement perdre leur logement, n'ont plus l'argent pour le payer. Donc, ça va continuer. Ça va continuer à grandir. Puis hier, des journalistes ont posé la question à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui parlant du 1er juillet. Puis elle a rappelé disant, la crise de l'itinérance, c'est étroitement lié à la crise du logement. Oui. Certes, mais en ce moment, il n'y a pas plus de solutions d'urgence qui sont mis sur la table. C'est vrai, Mme Plante. On peut pas lui reprocher de dire des niaiseries. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Maintenant, est-ce que vous allez accélérer la délivrance de permis pour être capable de construire plus vite? Est-ce que vous allez être capable d'être plus souple sur les règlements de zonage pour construire plus vite? Ça, c'est le genre de réponse qu'on aimerait que Mme Plante dise. Pas la crise du logement accélère l'itinérance. Oui, le ciel est bleu, les oiseaux volent, Mme Plante. On est tous au courant. Je veux dire, on peut commencer à tous nommer des vérités les uns après les autres si c'est ça le jeu auquel on joue. À la place, j'aimerais ça me faire donner des solutions. J'en ai un peu ras-le-bol, là. De dire des évidences, là, du côté politique, on se poser des questions, ça aide pas personne. Je m'excuse, là. Tout savoir en 24 minutes. Ce soir, 27 juin, va être le premier de 2 débats entre Donald Trump et Joe Biden en vue de la présidentielle des États-Unis. Ils vont s'affronter sur la chaîne CNN. C'est un moment très attendu, puis c'est un moment charnière de la campagne présidentielle américaine qui va se jouer ce soir. Puis en ce moment, les Américains sont vraiment dans une course assez incertaine. On est à 5 mois du scrutin, puis on place toujours les démocrates et les républicains assez coude à coude dans certains sondages, dans l'opinion publique. Et les 90 minutes du débat jeudi soir vont être vraiment cruciales pour ces deux hommes-là, selon plusieurs experts. Puis, je lisais ce matin plusieurs chroniques sur le sujet. C'est vraiment un gros sujet aujourd'hui, disons-le. Puis, beaucoup d'experts disent que tout va se jouer ce soir. Je voulais te poser la question, selon toi, est-ce que toi, tout se joue ce soir? Je sais pas si tout se joue ce soir. C'est pas le seul débat là, non plus. Il y en a un autre en septembre. Il y a une longue campagne électorale. On dit qu'en politique, là, une semaine, c'est une éternité. Il en reste des semaines d'ici l'élection. Il peut y avoir toutes sortes de variables qui rentrent en ligne de compte, mais
Est-ce que c'est une soirée charnière? Oui. Est-ce que c'est d'une importance capitale? Aussi. Parce que c'est là qu'on va voir de quel bois chauffent les deux hommes. On les connaît, puis je veux dire, s'exprimer tout seul, c'est facile. Pour M. Trump, là, d'être debout sur une scène comme il le fait dans des rallyes presque tous les jours. C'est sa force. Ben, dire n'importe quoi pendant 4 heures, parce que c'est ce qu'il fait. Là, écoutez un rallye de M. Trump, puis essayez de passer 1 heure sans faire. Hein? Une couple de fois en écoutant ce qu'il dit, parce que pour vrai, c'est décousu au possible. Il n'a jamais été aussi décousu, M. Trump, dans ses discours. Ben, ça, c'est une chose de faire ça tout seul. Mais d'avoir un adversaire, d'avoir des modérateurs, là, c'est un autre enjeu complètement. Pour M. Biden, c'est la même affaire. Je veux dire, il peut écrire des messages, puis son équipe peut y écrire des messages sur les réseaux sociaux qui sont punchés. Il peut faire un bon discours une fois de temps en temps. OK. Mais après ça, M. Biden a besoin de s'enlever l'étiquette qui est une vieille momie. Là. Je m'excuse d'être pas fin, mais c'est ce qu'on lit partout, là, d'être un homme vieillissant, qui a de la difficulté à être actif puis de répondre rapidement. Je veux dire, à l'âge qu'il a, c'est normal. Là. On peut pas critiquer ça. Je veux dire, il est vieux. Ouais, il est rendu à 82 ans, si je me trompe pas. Je dis, on peut pas le critiquer. On peut absolument critiquer le choix qu'un homme de cet âge-là veut essayer de devenir le président des États-Unis pour un autre 4 ans. Ça se critique. À part ça, je veux dire, il est vieux, puis M. Trump est vieux aussi. Alors, on va voir à quel point ils peuvent être, les deux, aiguisés dans leurs réponses, dans leurs esprits, dans leur manière de traiter l'information, puis ne pas trop se donner, si on veut, là, des opportunités à l'autre de frapper. C'est un jeu d'erreur, je pense, un débat comme celui-là. C'est ce qu'on risque de voir ce soir. Ça va être, dans tous les cas, franchement intéressant. Mais là, l'entourage de Trump a déjà commencé dans les dernières semaines à répandre un peu des rumeurs. Ils ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos qu'on dit là, du côté de l'administration de Joe Biden truquées, le montrant encore plus vieux, un peu sénile sur les réseaux sociaux, mais aussi disant que ce soir, si jamais il fait une bonne performance, le président Biden, il est dopé. Ben oui, M. Trump qui demande un test d'urine comme si c'était un match de boxe, là, c'est risible, là, sincèrement, c'est entièrement risible. Il y a personne. On va pas regarder 2 présidents faire pipi dans des petits pots puis amener leur test d'urine là, devant eux rendus au débat. Tu sais, c'est complètement risible. Mais en même temps, c'est ça, la stratégie du camp Trump. C'est on va gagner, c'est sûr qu'on gagne, il n'y a aucune chance qu'on perde. Si on perd, ils ont triché. C'est facile. Honnêtement, essaye ça la prochaine fois que tu joues une game de Monopoly, là. N'importe quel autre jeu, là. Dis, c'est sûr je gagne, si je perds, vous avez triché. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pas grand-chose. Tout savoir en 24 minutes. Bien que l'intention soit toujours là, le gouvernement Legault repousse l'obligation pour les fabricants d'électroménagers de traduire en français les boutons d'utilisation comme on et off sur les appareils vendus au Québec. C'est après plusieurs critiques de la part des fabricants, des détaillants, même des autorités américaines, que le ministre responsable de la réforme de la loi 101, Jean-François Roberge, a finalement divisé son projet de règlement sur la prédominance du français qui avait été déposé en janvier dernier. Ce projet-là avait fait grand bruit, même jusqu'aux États-Unis, Joe Biden s'était prononcé sur ce projet-là, disant que ça pouvait avoir de grandes répercussions sur les entreprises américaines qui venaient ici, qui affichaient, vendaient leurs produits. Et là, au printemps dernier, comme j'ai dit, des fabricants aussi d'électroménagers au Québec avaient même menacé de se retirer du marché québécois s'il devenait obligatoire de franciser sur leurs appareils les boutons de réglage comme Start, High, Low. Et là, Québec resserre officiellement ses exigences. Ils ont dit, on met l'affichage, je peux dire ça comme ça, des boutons de côté pour l'instant, mais on vous promet que ça va arriver, mais un peu plus tard. Et là, on va se concentrer sur le plan de l'affichage commercial avec pour objectif de contribuer à inverser, selon eux, le déclin de la langue française au Québec. Donc, un nouveau règlement en la matière a été publié dans la Gazette officielle mercredi dernier. Et c'est officiellement à compter du 1er juin 2025. Donc, on laisse un peu moins d'1 an. La présence du français va devoir obligatoirement être 2 fois plus importante que toute autre langue sous peine d'amende. Et vous pouvez voir des exemples pour ceux qui nous écoutent en vidéo à l'écran. Ce qu'on veut dire par prédominance du français, par exemple, si moi j'affiche, par exemple sur mon magasin, vêtements
cool kid, ben on s'entend que le mot vêtement, c'est en français, cool kid en anglais. Ben le mot vêtement va devoir être 2 fois plus gros sur mon affichage que le mot cool kid. Si je veux pas faire ça, je veux le laisser à sa grandeur, par exemple, égal à égal, ben je vais devoir ajouter un nouveau mot en français ou une autre phrase. Par exemple, si je veux pas grossir le mot vêtement, ben je vais faire vêtement, cool kid, des beaux vêtements pour mes enfants, par exemple. Ouais. À ajouter. Oui. Donc, pour qu'il y ait en fait, pas pour qu'il y ait une parité, pour que le français soit 2 fois plus gros. Puis on espère là, contrer le déclin du français avec ça. Même que vous soyez une entreprise québécoise, américaine, vous voulez afficher au Québec, ben c'est ça que vous devez faire. Donc, on laisse à peu près 11 mois là, aux entreprises sous peine d'amende entre 700 et 30 000 $ si on s'y conforme pas. Ouais, ça fait longtemps que c'est dans l'air. Bravo au gouvernement, je vais le dire comme ça, d'avoir reculé temporairement, du moins, sur les règles d'affichage, ces électroménagers et autres. Tu sais, déjà qu'il y a du monde qui trouve que ça va trop loin, des lois comme ça. Je ne trouve pas, personnellement. On se plaint constamment que le français est en déclin, que ça va pas bien, qu'on n'est pas capable de franciser notre monde. C'est des actions concrètes. Là, c'est des actions le donner. concrètes. On essaye des choses. C'est pas la panacée. C'est pas juste le fait de lire vêtements plus gros avant Cool Kids qui va faire en sorte que le français est sauvé. Puis c'est pas ça que le ministre met de l'avant. C'est pas ça le concept. Non, il dit pas que le français va être complètement sauvé. Mais avec non. ça, on s'entend, mais c'est un pas. C'est un pas vers l'avant, mais je reprends les arguments que sortent des détracteurs de lois comme ça. Non, c'est pas la panacée, mais c'est un pas dans la bonne direction. Puis c'est important. C'est en français ici que ça se passe. Mettez de l'affichage en français. Après ça, on s'entend-tu que il y a personne qui est traumatisé de pas voir arrêt et marche sur un petit bouton d'un appareil électroménager au lieu de on et off. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ce que ça veut dire. Je pense pas ça le principal endroit où le français est en déclin. C'est pas tant sur la laveuse, la sécheuse de monsieur, madame, tout le monde que ça dérange. Mais une affiche énorme d'un magasin qui a pignon sur rue, dans une rue à Montréal, c'est un touriste, t'arrives, puis c'est pas affiché en Il y a français. énormément de commerces au Québec Beaucoup. qui sont affichés seulement en anglais. Ouvrez les Particulièrement yeux, à là, vous Montréal. allez en voir tellement. Très particulièrement à Montréal, puis c'est une métropole francophone. Quand les gens viennent ici, en plus, c'est ce qu'on dit à l'international, le charme de Montréal, le charme de l'Europe, mais en Amérique du Nord, dans une ville plus moderne. C'est ça qui attire les gens à Montréal. OK, mais en français. Vous venez au Québec, vous savez que ça parle français. Je suis convaincu que c'est même un argument qui fait venir du monde là, qui se disent « Wow, on va aller se dépayser un tout petit peu. » Ben, qu'on dépayse les touristes avec nos affichages. C'est ça le but, Ouais, parce quelque qu'en part. Europe, en France, par exemple, c'est pas écrit en traduit comme ça. français. C'est traduit en français, puis tout le Ben monde oui. s'arrange. Et tout le monde s'arrange, comme dans tous les pays du monde. Donc, c'est une loi qui tombe sous le sens. Tant mieux que si on est capable de faire les assouplissements au niveau des électros. Parce que, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut être capable de faire des compromis, surtout si ça vient péter des chaînes d'approvisionnement. Il ne faut pas virer fou avec ça. Mais dans l'affichage, là, c'est le public, c'est le visuel d'une ville et d'une nation comme le Québec. Ça prend un affichage en français. Ça, je pense que là-dessus, il n'y avait pas de compromis à faire. Florence Lamoureux, un gros merci. Merci.